Chers amis, bonjour. C'est un grand plaisir de vous savoir nombreux, en tout cas derrière vos écrans, encore une fois, pour nous suivre comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous recevons un compatriote, un patriote congolais qui nous vient des États-Unis. Il s'agit du docteur Noël Tchani. Docteur Noël Tchani qui est haut fonctionnaire international de la Banque mondiale de Washington. Il a été chef d'émission en charge du secteur financier et privé et directeur résident de la Banque mondiale en Afrique. Il est auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels un plan Marshall pour la République démocratique du Congo. Et c'est d'ailleurs l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Bonjour, docteur Tchani. Bonjour, Damien. On vous a bien présenté, c'est bien ça, il n'y a pas un couac. C'est parfait, je trouve même que vous connaissez beaucoup de choses sur moi que je ne savais pas. D'accord, donc ben là, c'est un plaisir en tout cas d'être avec vous sur notre plateau. Nous désirons déjà vous féliciter pour un ouvrage, La force du changement, un plan Marshall pour le Congo, un livre qui est très riche dans beaucoup de renseignements, beaucoup d'informations, et surtout on sent une touche un peu particulière qui vient de vous. Mais le plan Marshall, nous on sait qu'évidemment en 1947, lorsque George Marshall propose un plan pour la reconstruction de l'Europe après la guerre mondiale, c'était un contexte bien spécifique qui n'a rien à voir avec le contexte congolais. Pourquoi plan Marshall et non plan Tchani? D'abord, Damien, je voudrais vous remercier de me donner l'opportunité de m'adresser à vos téléspectateurs. Le plan Marshall que j'ai conçu pour la République démocratique du Congo répond à un diagnostic que j'ai mené aussi sur la situation du Congo. Quel est ce diagnostic aujourd'hui? Je constate que le Congo est classé comme étant le pays le moins développé de la planète. Quand on regarde l'indice de développement humain du PNUD, le seul pays qui est derrière nous, c'est le Niger, un pays désertique faiblement doté en ressources naturelles et humaines. On constate que le Congo est classé comme étant l'un des pays les plus corrompus de la planète. C'est Transparency International qui fait ce diagnostic. Le président Thabo Mbeki avait dirigé au Congo une mission de ce qu'on appelait le panel des experts africains. En 2013, il est sorti de là avec un diagnostic qui dit que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État, mais plutôt dans des poches de particuliers, dans des poches de privés. Conséquence donc de cette mauvaise gouvernance, le Congo est considéré comme étant l'un des pays les plus corrompus de la planète. Et d'ailleurs, vous avez suivi tout récemment, lorsqu'il y a eu publication de ce qu'on appelle les Panama Papers, on a même des noms des Congolais, des sociétés congolaises qui figurent sur cette liste-là. Et on aimerait bien donc connaître exactement comment est-ce qu'il est possible que ces gens puissent avoir donc des comptes dans des paradis fiscaux et pour quelle finalité et qu'est-ce qui se trouve dans ces comptes ou bien qu'est-ce qu'il y a derrière ces sociétés-là. Alors, conséquence de cette mauvaise gouvernance, nous savons que moins de 10% de la population a accès à l'eau potable, à l'électricité. Les infrastructures routières sont très limitées. On a un pays de 2 342 000 km², mais on a à peine 24 000 km de routes asphaltées. Nous avons la situation dans les hôpitaux, dans les écoles, la situation est catastrophique. Vous trouvez aujourd'hui donc des enfants qui sortent donc des universités congolaises, mais ne sachant ni lire ni écrire correctement. Vous entrez dans les hôpitaux, j'ai visité par exemple ce qu'on appelle donc les cliniques danoises à Kinshasa, juste derrière le Grand Hôtel. Vous trouvez que c'est un hôpital qui se trouve donc dans une situation catastrophique. La salle d'urgence donc ressemble donc à un mouroir. Vous allez à travers le pays, c'est la même situation. Donc, bref, le Congo démocratique traverse une situation aussi catastrophique que celle qu'ont connue les pays européens au moment où on avait conçu le plan Marshall pour ces pays-là. J'ai pensé qu'il faudrait un plan de reconstruction qui puisse être cohérent et qui puisse inclure tous les secteurs pour pouvoir répondre aux défis de développement donc, de la RDC que nous avons de façon compréhensive, mais sur une période donc, de long terme. Donc le plan Marshall que je propose se situe donc dans cette logique. Alors pourquoi le plan Marshall et pas le plan Tchani? Vous savez, j'aurais bien voulu que mon nom soit attaché donc, au plan, mais si j'avais dit donc, le plan Tchani, beaucoup de gens donc, à travers le monde n'auraient pas compris qu'est-ce que ce plan veut dire réellement. Qui est Tchani en réalité? Je ne suis pas connu comme étant le plan Marshall. Donc le plan Marshall, c'est un terme générique aujourd'hui qui veut dire simplement un plan de reconstruction. Et ça permet à beaucoup de monde, non pas simplement des Congolais, mais sur le plan international, donc à savoir directement de quoi il s'agit lorsqu'on parle de ce plan en ce qui concerne donc la RDC. Vous avez fait un état des lieux assez exhaustif sur la situation globale de la RDC et vous avez épinglé des domaines clés
qui touchent plus à l'aspect social, l'école, la santé, tout ça. Mais lorsqu'on voit dans vos propositions, je crois que ça doit être votre tout premier pilier, en tout cas, qui touche l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire. Mais dans vos propositions que vous faites, vous proposez 20% 20% du budget national qui doivent être en fait alloués à ces secteurs-là sociaux. N'est-ce pas que c'est quand même un montant, c'est une contribution très faible par rapport à la manière dont vous décrivez l'état catastrophique de... Non, au fait, la répartition donc, des ressources n'est pas faite donc, en termes de pourcentage comme tel. Vous savez, donc, quand on a une vision de développement, ça va se passer, la mise en œuvre va se passer sur une période donc, de 15 ans. On va faire des allocations au fur et à mesure. Chaque année, on mettra l'accès donc sur l'éducation, la santé ou les infrastructures. Donc, ça dépendra donc des années. Donc, globalement, il y aura autant de ressources allouées à ces secteurs pour pouvoir répondre aux défis de développement dans ces secteurs. La première année, par exemple. Mais nous ne partons pas. Bon, on ne va pas entrer donc dans les détails sur les pourcentages parce que je crois que ça va être misleading. Misleading, comme on dit en anglais, ça va être trompeur. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous avons évalué que pour résoudre les défis de développement que nous avons identifiés pour notre pays, nous avons un budget global de 800 milliards de dollars sur 15 ans. Maintenant, nous allons au niveau donc de la mise en œuvre chaque année allouer suffisamment donc, de ressources au secteur qu'on va considérer comme prioritaire, par exemple la première année. La première année, je considère que l'impératif va être donc de mettre en place l'état de droit, mettre en place donc, une administration fonctionnelle, mettre en place, donc reformer l'armée, la sécurité. Il y aura un peu de priorité donc attachée donc à ces secteurs-là parce que ça crée donc les conditions pour que le pays puisse fonctionner normalement. Et au fur et à mesure donc on va avancer, on mettra l'accent donc sur l'éducation, la santé, l'autosuffisance alimentaire, le développement de l'agriculture, le développement donc des infrastructures, donc ainsi de suite. Donc c'est des priorités qui vont être changées au fur et à mesure donc on va avancer sur la période donc de 15 ans que nous proposons. Donc dans la manière dont vous avez hiérarchisé les piliers, est-ce qu'on peut comprendre que c'est en fonction de l'urgence, de l'importance, vous avez 8 piliers. Oui. C'est lequel qui est le plus prioritaire par rapport à... Au fait, vous savez, dans un pays comme la RDC, tout est prioritaire. Et les piliers que nous avons mentionnés ne sont pas mentionnés donc sur ordre de priorité, par ordre de priorité. On a énuméré donc les piliers globaux qui entrent donc dans le cadre donc du plan. Mais quand on va mettre en œuvre, il y aura des actions, par exemple, donc, du pilier 5 qui pourront être mises en œuvre au même moment que certaines actions du pilier numéro 1 ou du pilier numéro 2, ainsi de suite. Là. On n'a pas donné donc, dans ce plan ici l'ordre des priorités en disant qu'on va d'abord mettre en œuvre donc, le pilier numéro 1 et mettre en œuvre le pilier numéro 2 parce que ça ne marche pas comme ça sur le plan du développement. Non, les gens ont besoin donc, d'avoir, par exemple, pendant qu'on est en train de construire donc, les routes, les gens ont besoin donc, d'avoir à manger. Oui, les gens ont besoin donc, d'être soignés. Donc, on fera des choses au fur et à mesure en fonction, par exemple, donc, de la démographie donc, des villes dans lesquelles donc, on est en train de mettre en œuvre donc, ce plan. Ce ne sont pas donc des choses qui sont donc allouées au préalable et on ne va pas donc se limiter simplement donc aux choses telles que l'ordre est présenté donc dans ce livre. Mais je pense qu'il est quand même important de pouvoir, par exemple, dans un premier temps, se focaliser sur des secteurs qui sont porteurs de la croissance économique. On voit par exemple ce qui s'est passé avec les pays, les BRICS. Hein. Chaque pays a eu sa spécificité. On a vu par exemple le Brésil avec tout ce qu'il y a eu pris comme privatisation. En Chine, c'était l'agriculture. On a vu en Russie après la perestroïka. En tout cas, chaque pays qui a démontré une certaine émergence est parti quand même à partir d'un secteur qui est porteur de croissance économique pour évidemment réverser la richesse dans tous les autres secteurs, secteurs sociaux en tout cas urgents. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et c'est ça le raisonnement que nous sommes en train de suivre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura par exemple donc, des projets à impact immédiat sur le vécu quotidien donc, de la population. Par exemple, je veux dire dans le domaine de l'électricité. Au lieu donc de s'embarquer à la construction, donc, sur la construction donc, du barrage d'Inga, Grand Inga, qui va prendre je ne sais pas combien d'années pour la réalisation de ce projet, on peut déjà mettre en œuvre des projets, par exemple, donc, d'énergie solaire, qui peuvent avoir un impact immédiat pour donner de l'électricité, par exemple, à telle ou telle communauté. Il y a des mini-barrages, par exemple, qui peuvent être construits en attendant que le Grand Inga soit construit. Donc, les priorités, on va les shift, comme on dit en anglais, on va donc les modifier au fur et à mesure qu'on avance. Mais entre-temps, il faudrait qu'il y ait un système de gouvernance qui fonctionne, l'état de droit qui fonctionne, les conditions pour l'environnement du secteur privé qui soient mises en place. Il y aurait un minimum d'infrastructures qui doivent être donc construites de façon telle qu'on crée une masse critique pour que le reste puisse donc suivre.
Effectivement, mais parlant de l'énergie, j'ai vu que vous avez quand même essayé de mettre un accent sur votre sixième pilier, je crois, qui touche plus un peu à l'industrialisation, hein, touchant à la transformation des matières premières, enfin les minéraux, et puis de l'agro-industrie, je crois. Et j'ai vu que dans ce secteur-là, vous pensez d'ailleurs là-dedans créer une dizaine de millions d'emplois. Et puis, c'est un secteur effectivement qui serait porteur de croissance. Mais il y a une particularité, c'est que ce secteur-là ne peut fonctionner qu'avec l'énergie. Mais on a l'impression que vous avez trop peu parlé d'énergie. C'est-à-dire, quel est votre modèle énergétique qui peut accompagner votre sixième pilier? Vous avez un peu plus parlé, c'est vrai, dans vos conférences et dans votre ouvrage, vous parlez plus évidemment des grands barrages et tout ça, qui pour moi, par exemple, Inga, c'est un éléphant blanc, ça c'est moi qui le dis. Mais maintenant, quel est votre modèle énergétique qui peut accompagner votre sixième pilier pour qu'il soit réellement porteur de croissance? Oui, effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il ne faudrait pas comprendre la présentation des piliers en termes de... le pilier numéro 1 doit être mis en œuvre d'abord avant que le pilier numéro 2 puisse être mis en œuvre. C'est des choses qui peuvent être faites de façon simultanée. Par exemple, le pilier qui précède, c'est lui auquel vous faites allusion en ce qui concerne accélérer l'industrialisation, porte sur la construction de grandes infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre. Dans ce pilier-là en particulier, il s'agira de construire des routes et des autoroutes. Il s'agira de mettre en place les systèmes de distribution d'eau et d'électricité. Et le système d'électricité, par exemple, inclut non pas simplement la construction des grands barrages d'Inga, qui est un projet beaucoup plus à long terme, oui, mais également la mise en œuvre des énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, le charbon, l'utilisation du charbon par exemple, l'énergie solaire. Donc, il s'agira de pouvoir identifier des mini-projets qui peuvent être réalisés immédiatement dans le court terme et qui peuvent avoir un impact sur le vécu quotidien de la population. Mais alors maintenant, en ce qui concerne l'industrialisation, l'industrialisation, ça dépendra de combien d'électricité, par exemple, sera nécessaire pour arriver à mettre en œuvre tel projet de transformation des matières premières dans le pays. Ce qui est important ici à savoir, c'est quoi? C'est que le Congo a beaucoup de ressources naturelles. On a 1100 minéraux et métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 24 000 milliards de dollars. Le modèle que nous avons suivi jusqu'à présent consiste à extraire ces matières premières du sous-sol congolais et à les transférer à l'extérieur. Il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée à l'interne. Ce que nous voudrions réaliser avec le processus d'accélération d'industrialisation, c'est sélectionner quelques matières premières congolaises et avoir comme politique de les transformer en produits semi-finis et produits finis à l'intérieur du pays. Et en le faisant, nous pensons que si on travaille par exemple avec une base de 100 minéraux métaux précieux différents et en les transformant en produits semi-finis, produits finis à l'intérieur du pays, à condition que chaque transformation crée de 5 à 10 emplois nouveaux. Sur une période de 15 ans, le Congo est capable de produire 50 à 100 millions d'emplois. Et cette politique s'appuie aussi sur la politique de construction d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre. Pendant qu'on est en train de construire des routes, des autoroutes, utilisant la main-d'œuvre congolaise, on crée des emplois dans ces secteurs-là. Et en même temps, en faisant la politique d'industrialisation, la combinaison de ces deux secteurs pourra amener le Congo à créer suffisamment d'emplois qu'on pourra utiliser toute la main-d'œuvre locale au point même d'avoir la nécessité d'importer la main-d'œuvre qui viendrait de l'extérieur. Donc c'est ça la philosophie que nous sommes en train de suivre là-dessus. Oui, mais vous parlez beaucoup du solaire, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous faites un peu les énergies renouvelables et tout ça. Est-ce que vous pensez que par exemple, prenons le solaire, est-ce que c'est un type d'énergie qui peut faciliter effectivement la création des secteurs qui peuvent être d'industrie, je veux dire. Est-ce qu'avec le solaire, on peut compter sur l'industrialisation? Mais pourquoi vous pensez que le solaire ne peut pas être utilisé comme source d'énergie suffisante pour... Ça dépend. Une industrie, ça peut être une petite industrie, par exemple. La petite industrie qui peut utiliser, je ne sais pas, 2-3 mégawatts d'électricité, ça peut provenir du solaire. Mais quand on parle, par exemple, de gros projets pour la transformation dans le secteur de l'aluminium, oui, ça demande beaucoup d'énergie. Là, on a peut-être besoin d'énergie hydroélectrique. On a des spécialistes dans ce secteur qui vont pouvoir faire des analyses appropriées avec des entreprises concernées pour déterminer si le solaire peut répondre à leurs besoins ou bien si il faudrait que l'énergie hydroélectrique soit développée dans telle localité, par exemple, afin de pouvoir développer une industrie locale qui utiliserait telle quantité d'électricité ou pas. Donc est-ce que vous avez un modèle énergétique déjà fait?
Nous avons Parce que c'est ça ma préoccupation en fait. Oui. Oui, nous avons donc des modèles, on a des spécialistes donc en électricité qui se concentrent donc sur cette composante et on a des modèles donc qui sont élaborés et qui pourraient permettre donc la maximisation des efforts pour que par exemple, ce qui peut être développé pour la région du Bandundu, autour donc de la centrale nucléaire de Kakobola. Donc ce n'est pas donc la même chose qui pourrait être développée par exemple dans une localité où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas une centrale hydroélectrique. Donc on a des spécialistes qui ont fait ces études-là qui déterminent en fonction donc de la géographie donc de la carte du Congo où est-ce qu'il faudrait qu'on puisse déployer donc telle source d'énergie pour qu'elle soit donc utilisable pour l'industrie, mais également pour la consommation populaire. Ok, c'est parfait. Parlons un tout petit peu je sais que vous êtes fonctionnaire, comme on vient de le dire, de la Banque mondiale, au niveau de la Banque mondiale, et on parle très souvent de ce que vous appelez la politique d'ajustement structurel. Et beaucoup de pays d'Afrique se plaignent, c'est-à-dire qu'ils ont une très mauvaise image et des très mauvais souvenirs des politiques d'ajustement structurel opérées au niveau de l'Afrique. Mais dans vos propositions, vous parlez quand même encore d'accentuer certaines politiques, certains aspects de cette politique d'ajustement structurel au niveau du Congo. Quelle est aujourd'hui la dette au niveau du Congo? Comment est-ce que vous pensez la restructurer? Est-ce que vous pensez qu'avec les politiques d'ajustement structurel de la Banque mondiale, on peut quand même maintenir le peuple congolais dans le bien-être social sans pour autant l'imposer l'austérité? Non, là vous êtes en train de m'amener sur un terrain où je ne voudrais pas aller. Je ne suis pas en train de défendre moi les politiques d'ajustement structurel. Pas du tout. Ce modèle de développement que j'ai conçu ne se situe pas donc dans cette logique-là qui est, moi je pense, périmée. Alors, la proposition donc, que j'ai fait ici donc, du modèle de développement donc, pour la RDC tient compte de la situation actuelle que nous avons et du fait que les ressources congolaises ne sont pas utilisées de façon efficiente. Il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de ressources qui devaient entrer dans les caisses de l'État, qui n'entrent pas dans les caisses de l'État. Et parce que ça n'entre pas dans les caisses de l'État, le budget de l'État est très réduit. Et ce qui est réduit est alloué d'ailleurs de façon très inefficiente. Ce que je voudrais, c'est que nous puissions gérer le Congo de façon transparente, que toutes les ressources entrent dans les caisses de l'État, que le budget de l'État reflète toutes les ressources nationales et que ce budget de l'État puisse être utilisé comme un instrument de gestion en allouant au secteur en fonction des priorités que nous nous fixons en tant que pays. C'est ça que je suis en train de proposer. Alors, si vous voulez appeler ça donc ajustement structurel, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, est-ce que ce modèle que je propose peut faire la différence? Oui, ça peut faire une grosse différence. Je vous donne un exemple. Quand on vous dit que 85% des ressources n'entrent pas dans les caisses de l'État, c'est que ça veut dire, c'est que le budget de l'État représente à peine 15%. Vous me suivez? Alors, si nous arrivons à récolter, en combattant la corruption sérieusement et à faire entrer l'argent dans les caisses de l'État, nous pouvons augmenter ce budget national de 9 milliards que nous avons aujourd'hui à progressivement atteindre le niveau de 72 milliards de dollars par an. Ça, c'est un budget consistant qui peut être utilisé pour investir donc dans des secteurs différents. Je vous donne l'exemple du pays voisin, l'Angola, à côté. L'Angola a un budget donc de 66 milliards de dollars. Bon, il souffre aujourd'hui un tout petit peu donc de la baisse du prix des matières premières, du pétrole. Mais globalement, l'Angola a un budget donc de 66 milliards de dollars. C'est impensable que l'Angola, qui n'a comme revenu ou bien comme matière première essentielle, donc le diamant et le pétrole, puisse avoir un budget de 66 milliards de dollars et le Congo qui a non seulement le diamant, le pétrole, le cuivre, l'uranium, le manganèse, le fer. Donc vous pouvez nommer toute une liste, 1100 minéraux métaux précieux différents. Il est inadmissible que nous puissions avoir un budget de 9 milliards simplement. La raison, c'est que déjà les matières premières que nous exploitons, les revenus n'entrent pas dans les caisses de l'État. Ce que je suis en train de proposer ici, c'est qu'on puisse combattre la corruption avec responsabilité et que tous les revenus du pays entre dans le budget national et que le budget soit utilisé comme étant un instrument d'allocation de ces ressources vers des secteurs que nous considérons comme étant prioritaires afin donc de pouvoir développer le pays. C'est ça que je suis en train de proposer. Mais alors, ces histoires donc de Banque mondiale, ajustement structurel, moi je ne voudrais pas entrer donc dans ce débat-là. Ce projet, je l'ai préparé en tant que ressortissant congolais. Je ne voudrais pas qu'on mette l'accent sur mon institution. Et d'ailleurs, je voudrais d'ailleurs spécifier que tout ce que je dis, tout ce que je fais, n'engage que moi-même et n'engage pas la Banque mondiale en tant que mon employeur.
Oui, mais par rapport à la corruption, vous avez parlé de 85% des ressources en fait qui ne sont pas récupérées au niveau du trésor public. Je me souviens aussi qu'à la conférence, vous parliez des chiffres avancés par le ministre qui se charge de la lutte contre la corruption. Il a parlé de 10 à 15 milliards. Moi, je voudrais savoir quelle est la crédibilité que vous donnez à ces chiffres-là. Tabombé qui déclare des chiffres, vous vous basez uniquement sur ça, ou il y a quand même des travaux, des analyses approfondies qui ont été faites pour que ces chiffres soient... Écoutez, lorsque on a quelqu'un qui porte le titre de conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption et qui sort donc des chiffres tels que 10 milliards de dollars et 15 milliards de dollars qui sont perdus chaque année en termes de fraude fiscale et en termes aussi de détournement des fonds publics. Ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un qui a accès à des informations différentes. Donc j'estime que ces chiffres sont crédibles parce que ça vient donc des autorités publiques. La préoccupation que moi j'ai, c'est que depuis qu'il a fait cette déclaration, donc l'année dernière, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas senti des efforts énormes de la part du gouvernement congolais ou du système de justice congolais pour arriver donc à récupérer cet argent. C'est ça ma préoccupation. Et je pense que l'exemple doit venir donc d'en haut. Nous savons tous que le Congo souffre aujourd'hui d'une corruption endémique. Tout le monde le sait, c'est visible. Vous allez à Kinshasa, vous allez le sentir. Dans l'administration publique, à la douane, dans le secteur minier, ainsi de suite. Donc, j'estime que nous devons avoir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et au niveau supérieur de l'État, on doit avoir des gens qui ne sont pas corruptibles. Pour que quand ils disent ces choses-là, tout le reste de la République sait qu'ils sont sérieux et ils vont pouvoir poursuivre donc ceux qui sont corrompus pour pouvoir mettre fin à ce phénomène. Il y a une autre chose que je souhaiterais donc mettre sur la table ici, c'est le code minier. Vous savez que le Congo a adopté un code minier en 2002. Ce code minier était adopté dans un environnement après la guerre, c'est-à-dire que le Congo était perçu comme un pays donc très risqué. Par conséquent, pour attirer des investissements, il fallait pouvoir donner aux entreprises minières, leur donner donc des conditions très attractives. Oui. Donc on a même trop donné à ces entreprises au point où il y a très peu qui entrent donc dans les caisses de l'État. Alors il y avait une clause de révision du code qui disait qu'au bout de 10 ans, on allait réexaminer le code. Le code est arrivé à expiration en 2012. Les discussions ont commencé donc depuis 2012. Jusqu'à présent, ça n'a pas abouti. J'étais surpris donc d'entendre tout récemment que le gouvernement a suspendu ces discussions donc avec les compagnies minières pour arriver donc à réviser le code minier. Moi, je considère que c'est une priorité nationale parce que, à cause de ce code minier, il y a très peu de revenus qui entrent dans les caisses de l'État. Quel rapport vous faites avec, si vous parlez du code minier, c'est ouvert un rapport avec les contrats léonins. Vous êtes président de la République, qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'effectivement, le Congo souffre beaucoup de ces contrats-là aussi, qui bénéficient d'une part, évidemment, des faiblesses du code minier, mais d'autres paramètres aussi. On en fait quoi, les contrats léonins? Je l'ai dit, donc tous les contrats miniers vont être soumis à un réexamen. On va pouvoir les réexaminer, on va déterminer exactement qu'est-ce qui se passe dans ces contrats et qui soit dans l'intérêt du peuple congolais et qui ne le soit pas. Et je ne dis pas qu'il faudra brutaliser donc les investisseurs qui ont mis donc de l'argent dans ce pays, pendant un moment particulièrement donc difficile, mais nous allons utiliser toutes les techniques paisibles pour pouvoir renégocier donc les choses si cela donc est nécessaire, mais en tenant toujours à l'esprit l'intérêt supérieur du peuple congolais, mais sans pouvoir aussi faire mal aux investisseurs, parce que nous n'avons pas besoin donc de faire fuir les investissements, nous avons besoin qu'ils viennent en grand nombre, mais qu'ils puissent fonctionner d'après les lois de la République, tout en mettant en avant l'intérêt du peuple congolais. J'ai vu aussi que par rapport aux investisseurs ou aux entreprises étrangères, j'ai vu que vous mettez beaucoup d'accent sur le fait d'inviter des investisseurs étrangers. On a besoin des investissements directs étrangers, on a besoin de l'expertise de l'extérieur. Est-ce qu'il vous est arrivé à un moment donné de vous dire que dans la diaspora congolaise, il y a 7 millions des Congolais, dans la masse dans laquelle il y a un stock de compétences et qu'il y a d'abord lieu de se référer à ce stock de compétences avant peut-être de faire venir des investisseurs, l'expertise étrangère? Oui, au fait, je vais vous dire une chose, que le capital n'a pas de nationalité. Le capital, il est congolais ou il n'est pas congolais, mais ce qui est important, c'est que quand on a des projets, on attire des investissements pour pouvoir mettre en œuvre ces projets de façon réussie. Alors maintenant que ce capital soit congolais ou qu'il soit étranger, peu importe. Mais nous devons aussi donc tenir compte aussi donc d'un certain niveau, d'une certaine dose, comme je dirais, donc des capitaux nationaux qui doivent se mélanger avec des capitaux étrangers pour que nous puissions avoir donc des systèmes qui soient équilibrés, où les nationaux ont aussi donc ont aussi leur part. Les étrangers peuvent aussi venir donc s'ajouter aux nations. Mais par conséquent, avant d'attirer même les capitaux étrangers, je voudrais que nous, Congolais, on se sente à l'aise de pouvoir investir dans notre propre pays. Les Congolais de l'intérieur ou les Congolais de la diaspora,
ce serait donc notre priorité. Comment mobiliser maintenant, donc, à l'expertise cela, des Congolais de la diaspora? moi, je pense qu'il doit y avoir donc des programmes qui font appel aux Congolais de la diaspora en créant donc des conditions pour qu'ils puissent investir donc de façon soit investir, soit retourner au pays donc de façon civilisée, quoi. Je vous donne l'exemple. Nous pouvons mettre en place un système au Congo où, quand il y a un Congolais de la diaspora qui veut créer une entreprise au Congo, il peut avoir la défiscalisation de l'importation de certains équipements. Quand il importe donc des équipements donc, au Congo, ces équipements peuvent soit payer un taux donc, de douane qui serait inférieur donc, au taux normal, ou bien on peut leur accorder donc de exonération fiscale pendant une certaine période de temps pour les inciter à pouvoir donc revenir investir donc dans leur propre pays. Ça peut être donc une des modalités, mais il y a aussi donc d'autres mesures. Il peut y avoir donc un bureau qui assiste carrément donc les nationaux, les Congolais qui sont à l'étranger, quand ils veulent au Congo, les aider à faire des formalités pour que ces choses-là puissent se passer. Ça existe déjà, non? La NAPI, par exemple. Vous avez entendu parler de la NAPI? Je crois aussi qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, il y a, je crois, une cellule qui s'occupe un peu de... Est-ce que ça fonctionne à la satisfaction donc, des Congolais? C'est ça la question. Le contexte politique actuel, peut-être que... Voilà. Bon, donc il faut améliorer le contexte et regarder les conditions de fonctionnement donc, de la NAPI et regarder les conditions donc, du ministère donc, du vice-ministère en charge donc des Congolais de l'extérieur pour arriver donc à déterminer si ces choses-là fonctionnent normalement. Si ça ne fonctionne pas, on doit pouvoir donc les améliorer pour que les Congolais soient incités à pouvoir non seulement revenir dans leur pays, mais également à pouvoir investir dans le pays. Parce qu'après tout, les premiers investisseurs donc, en République démocratique du Congo devaient être donc des Congolais d'abord. Oui, alors, si les Congolais se sentent à l'aise à investir donc, dans leur pays, on peut convaincre les étrangers à s'ajouter donc à eux aussi. Mais je ne voudrais pas qu'on puisse faire donc, la discrimination entre les investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers. On doit garder donc à l'esprit que le Congo appartient donc à tout le monde en réalité. Mais si les Congolais donc peuvent venir en grand nombre investir dans leur pays, je pense que ça va convaincre les nationaux à venir, les non-nationaux à venir aussi donc à s'ajouter. Je mets l'accent sur l'expertise. Je disais tout à l'heure que dans la diaspora, 7 millions de Congolais, il y a de l'expertise. L'idée c'était d'une part, c'est vrai, des Congolais qui ont des moyens pour investir vont investir, mais d'autre part, il y a de l'expertise dans tous les domaines. Vous parlez de la construction des routes, vous parlez de l'énergie, vous parlez de tous ces secteurs en tout cas qui peuvent demain contribuer à la croissance économique inclusive chez nous. Mais dans la masse des Congolais de l'étranger, il y a toutes ces expertises. Ma question était celle de savoir comment mobiliser l'expertise des Congolais dans un contexte de transfert de connaissances, de transfert de compétences et de technologies, mais émanant des Congolais de l'étranger d'abord. Oui, je vais vous dire une chose. Je considère déjà que 7 ou 8 millions de Congolais qui sont à l'étranger, c'est une bénédiction pour notre pays. C'est une bénédiction parce que ces Congolais, non seulement que la plupart d'entre eux, ils sont très instruits, mais ils ont eu l'occasion donc de travailler dans des sociétés modernes et ils ont beaucoup appris. Non seulement qu'il y a l'expertise qu'ils ont pu acquérir, mais ils ont aussi l'amour donc de leur pays. Donc j'estime que nous devons tout faire pour mobiliser ces Congolais à pouvoir regarder le Congo, leur pays d'origine, comme étant d'abord la première destination de leurs investissements. Et je sais que dans la grande majorité de nos compatriotes, tôt ou tard, ils finiront par rentrer vivre au Congo. Donc, on doit les motiver pour qu'ils puissent donc regarder le Congo comme étant le pays donc, où ils peuvent investir donc, le plus, quoi. Alors, maintenant, vous avez remarqué que quand j'ai préparé ce plan Marshall, j'ai fait le tour de plusieurs capitales à l'étranger. J'ai présenté ce plan ici à Bruxelles, à Liège, j'ai été à Toronto au Canada, j'ai été à Ottawa, j'ai présenté donc au Texas, aux États-Unis, à Raleigh en Caroline du Nord, j'ai été à Tampa Bay, à Charlotte en Caroline du Nord encore, j'ai été en Floride, j'ai été à New York, j'ai présenté cela donc à Washington. Donc en faisant le tour de toutes ces communautés, j'ai découvert donc une chose, que nous avons beaucoup de ressources humaines, des ressources humaines de qualité, dans tous les secteurs d'ailleurs. Nous devons faire en sorte que ces ressources humaines de qualité puissent se mettre au service de leur pays. Et ces ressources humaines sont disposées à pouvoir se mettre au service donc, de leur pays, moyennant certaines conditions, bien sûr. Voilà, le mécanisme. Le mécanisme va être, comme je l'ai dit, à donner certaines facilités
j'estime que le ministère, donc on a le vice-ministère qu'on a créé, donc des Congolais de l'extérieur, doit faire son travail pour pouvoir donc présenter des propositions concrètes pour que les Congolais se sentent à l'aise à rentrer chez eux, mais qu'il y ait aussi l'état de droit. Parce qu'après tout, vous savez quoi, si chaque fois qu'un Congolais de la diaspora rentre au Congo, on entend que ceci lui est arrivé, on l'a arrêté, on a fait ceci, tout ça, ça ne motive pas les gens à pouvoir donc rentrer au Congo, pour pouvoir s'installer là-bas. Mais qu'il y ait l'état de droit qui fonctionne au Congo, qu'on traite tout le monde de la même façon, qu'il y ait respect des libertés individuelles, qu'il y ait un code des investissements qui soit clair, s'il y a des avantages qui sont accordés aux Congolais de l'extérieur, que ça soit fait donc de façon transparente. Toutes ces conditions feront que les Congolais vont s'intéresser donc à leur pays, viendront, regarderont donc la République démocratique du Congo comme étant la première destination donc de leurs investissements, plutôt que de pouvoir donc rester donc à l'extérieur. Ok, parfait. Nous allons survoler un tout petit peu votre 8e pilier, en fait, qui est un des piliers les plus importants, parce que c'est là, effectivement, qu'il faut mobiliser les ressources financières et les ressources humaines. Et vous préconisez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 15 ans, mobiliser à peu près 800 milliards. Je ne vous pose pas la question de savoir comment vous allez trouver les 800 milliards, mais j'ai tout simplement vu dans le livre ou pendant les conférences qu'il y a un aspect qui n'est pas abordé, la question du crédit carbone. Le Congo aujourd'hui a 187 millions d'hectares de forêt, je crois, après le Brésil. Et le Congo contribue aujourd'hui quand même à la régulation climatique au profit du monde entier. Et aujourd'hui, le carbone, c'est quand même un produit qui est commerçable, un produit qui apporte beaucoup d'argent à beaucoup d'autres pays. Est-ce que vous avez pensé à cet aspect du crédit carbone qui peut réellement être une source financière pour la RDC? Oui, toutes les ressources naturelles de la RDC doivent être mises à contribution au profit donc du pays. Sans aller donc dans trop de détails, ce que je propose, c'est que la forêt congolaise, c'est une richesse énorme. Nous avons 135 millions d'hectares de forêt et que nous pouvons développer toute une industrie autour de cela. Maintenant, les détails, l'exploitation des bois, le crédit carbone, la protection de l'environnement, tous ces détails-là, c'est des choses que nous pouvons faire. Il y a des comités spécialisés qui vont s'occuper donc de ces détails-là. Mais d'une façon donc globale, ce que je suis en train de proposer, c'est que nous puissions regarder donc cela comme étant une richesse énorme que nous avons et que nous devons exploiter donc à bon escient pour notre pays, et que nous puissions donc l'exploiter tout en protégeant donc l'environnement, et que nous pouvons donc développer toute une industrie autour de là. Je donne l'exemple. Regardez par exemple dans cet hôtel où nous sommes à Bruxelles. Regardez simplement l'usage du bois qu'il y a. Le bois est utilisé pour plusieurs raisons, comme matériel de construction, comme matériel de décoration. Donc le bois sert à plusieurs choses. Mais dans notre pays, la politique que nous avons jusqu'à présent, c'est de couper ce bois et de pouvoir le transférer donc à l'extérieur, un point, un trait. Encore une fois, si nous arrivons à pouvoir valoriser le bois, le transformer en produit semi-fini ou produit fini, faire toute une industrie autour de ça, ça créerait des milliers d'emplois donc dans le pays. Oui, c'est ça que je suis en train de promouvoir. Oui, là, vous avez parlé ça tout à l'heure, c'est-à-dire la dimension industrielle de tout ce qu'on a comme forêt. Je voudrais mettre l'accent sur la dimension environnementale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de pays reçoivent de l'argent. C'est plus pour essayer de mettre un peu plus à l'oreille, parce qu'il y a beaucoup de pays qui reçoivent de l'argent par rapport au fait qu'ils disposent naturellement des forêts qui sont des capteurs de carbone. Alors aujourd'hui, si le Congo n'a pas cet argent, c'est parce que c'est un domaine qui est très mal négocié. Le Congo joue le rôle, notre forêt joue le rôle de la régulation climatique sur le plan planétaire. Donc, la communauté internationale doit de l'argent au Congo. Quel peut être un mécanisme sur cet aspect particulier des choses, selon vous, qui peut être mis en marche pour que le Congo, demain, puisse arriver à récupérer l'argent qui lui est dû, parce que quand même, il contribue à pouvoir lutter contre l'effet des serres additifs. Oui, vous savez qu'il y a eu COP21 qui vient de se terminer donc à Paris. Il y a des mécanismes pour que chaque pays qui participe donc dans COP21 et qui a donc des réserves de forêts énormes comme la République démocratique du Congo puisse bénéficier de ce que vous appelez donc des crédits d'allocation donc financières pour sa contribution en quelque sorte à la protection de l'environnement donc dans le monde. Je ne connais pas donc les détails des mécanismes qui sont faits pour cela. Nous avons donc des spécialistes congolais, par exemple un compatriote congolais, donc Tossi Panou, qui couvre donc ces aspects-là. Nous avons besoin de pouvoir donc les mettre à contribution pour savoir exactement
ce que notre pays doit faire pour tirer avantage donc, de ces allocations financières qui sont faites dans ce cadre-là. C'est parfait. On arrive tout doucement vers la fin de notre échange, mais on ne va pas finir sans pour autant toucher un tout petit peu la banque. Je sais que vous êtes monétariste et au Congo, nous avons un problème. C'est que nous avons eu à peu près 25 banques commerciales, mais qui sont toutes étrangères. Enfin, disons, détenues, dont les capitaux sont détenus par des étrangers. Et notre banque centrale semble avoir perdu toute sa souveraineté. Et qu'est-ce qui est faisable? Parce que c'est quand même très grave qu'un pays puisse perdre la souveraineté déjà de sa monnaie. On est très dollarisé et 25 banques, c'est contrôlé par des étrangers. Oui, vous savez, c'est des sujets très sensibles. Je voudrais dire que la restructuration du secteur bancaire ou du secteur financier au Congo doit être liée aussi à la restructuration de la situation politique du pays. Vous parlez de l'indépendance de la Banque centrale. Pour qu'il y ait indépendance de la Banque centrale, il faut que le pouvoir politique comprenne que la Banque centrale doit être indépendante et ne doit pas être gérée comme étant une boîte d'argent dans laquelle donc, on puisse, quand on veut, sans pouvoir donc, suivre donc, des règles. Et j'estime qu'à ce niveau-là, on a besoin donc, de ce problème politique qui doit être résolu avant que nous puissions regarder comment la Banque centrale donc, doit fonctionner donc, en réalité. Alors, aujourd'hui, nous avons à peu près 20 banques commerciales dans le pays. Toutes ces banques appartiennent aux étrangers. Il y a quelques familles congolaises, j'ai compris, qui ont commencé donc à prendre des actions dans des banques. Mais c'est des familles politiques. Et moi, j'estime que c'est un grand danger quand on a des familles qui sont au pouvoir et qui achètent des banques dans le pays. Et on utilise ces banques-là pas pour des régions légitimes de financement de l'économie, mais ça devient pour des manipulations, de grosses sommes d'argent pour des ambitions donc, politiques de ce genre. Je souhaiterais qu'on puisse faire une distinction entre le secteur bancaire et le secteur de la vie politique. Maintenant, en ce qui concerne donc, la restructuration donc, à faire, nous devons nous poser beaucoup de questions. Aujourd'hui, la Banque centrale sert à quoi? Le rôle d'une banque centrale, c'est de gérer donc, la monnaie. La monnaie congolaise, aujourd'hui, c'est le franc congolais. L'article 176 de la Constitution donc, dit que le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur le territoire national. C'est la seule monnaie qui a le pouvoir libératoire sur l'ensemble du territoire. Mais dans la pratique, qu'est-ce que nous avons? La dollarisation représente 95% de la masse monétaire du pays. Donc la Banque centrale a perdu le contrôle de la masse monétaire du pays et ne conduit pas la politique monétaire de façon indépendante et crédible. Elle ne sert pas à grand-chose en réalité. C'est ce que ça veut dire. Nous avons besoin de pouvoir restructurer la Banque centrale d'abord en tant qu'autorité monétaire, lui accorder une indépendance certaine. Cette indépendance ne doit pas être simplement donc, sur les livres, comme c'est écrit quand vous voyez donc, les statuts de la Banque centrale. L'indépendance est bâtie dedans, mais dans le fonctionnement de tous les jours, donc ça n'y est pas. On a besoin de pouvoir donc s'assurer que la banque fonctionne de façon autonome, indépendante, de façon crédible, qu'elle soit étoffée avec des gens compétents, capables de pouvoir concevoir et mettre en œuvre cette politique monétaire. Et aujourd'hui, j'estime que les conditions ne sont pas réunies pour cela. Alors maintenant, si la Banque centrale est indépendante, autonome et compétente, elle va s'occuper de la restauration du système financier dans l'intérêt du pays. Les banques que nous avons aujourd'hui, des banques nigérianes, gabonaises, libanaises, de ceci, de cela, c'est des petits trucs en réalité qui ne contribuent pas à grand-chose en ce qui concerne le financement de l'économie congolaise. Et j'ai même peur d'un phénomène qui se développe de plus en plus. Parce que ces banques sont originaires donc, de certains pays. Je ne vais pas les nommer. Ouais. J'ai l'impression qu'elles sont là pour servir donc, les communautés, leurs communautés à elles qui sont donc au Congo, plutôt que de servir donc, le peuple congolais d'une façon donc, globale. Il y a des risques de préoccupations. Il y a des risques, des préoccupations que je pense les autorités politiques, les autorités monétaires devraient donc garder donc, à l'esprit. Alors tout récemment, il y a aussi un phénomène, quelque chose qui s'est passé au Congo, la situation donc, de la BIAC. J'ai compris qu'on a limité les retraits des gens de la banque donc à $500 ou même moins que ça donc actuellement. Je voudrais inviter les autorités monétaires et les autorités politiques à pouvoir donc réfléchir au système non seulement de restructuration du secteur bancaire, mais également à la protection des dépôts des Congolais. On a eu plusieurs cas pendant ces 10 dernières années. La banque de Kinshasa, ou les 20 dernières années, la banque de Kinshasa, la banque congolaise. Et il y a eu d'autres banques qui sont tombées donc en faillite. Et chaque fois qu'elles tombent en faillite, on les ferme et le jour suivant, tous les Congolais qui avaient des dépôts dans ces banques perdent leur dépôt. Je pense que cela ne va pas dans le sens de pouvoir bâtir la confiance dans le système bancaire. Il faudrait qu'on puisse trouver donc des mécanismes pour que les dépôts des Congolais soient sécurisés, pour que personne ne perde donc un centime. Alors, regardez le système ici en Belgique où nous sommes ou bien en Europe où nous sommes actuellement. Je pense que les dépôts bancaires sont garantis jusqu'à concurrence donc de 100 000 € par compte. Pourquoi ne pas
concevoir donc un système d'assurance des dépôts bancaires en République démocratique du Congo. Je ne dis pas qu'il va garantir donc jusqu'à 100 000 euros. Moi, je propose ici dans ce livre la mise en place d'une compagnie d'assurance des dépôts bancaires qui garantirait les dépôts jusqu'à concurrence donc de 25 000 $ par compte, par personne. Si on le fait, je crois que les gens vont se sentir à l'aise à faire affaire avec leur banque et si la banque donc tombe en faillite, au moins ils savent qu'ils peuvent récupérer l'argent jusqu'à concurrence donc de ce montant-là par compte bancaire. J'estime que c'est des choses donc, que nous pouvons faire dans le cadre donc, d'une véritable réforme du secteur bancaire, d'une véritable réforme donc, de la vie politique au Congo. Et j'espère que ce livre constitue donc une bonne contribution à cette réflexion-là. Et j'aimerais bien donc entendre aussi donc, les réactions donc, d'autres personnes, d'autres acteurs, notamment donc, des banquiers, notamment donc, des politiciens, mais également aussi notamment de nos parlementaires, pour que nous puissions arriver à mettre en place un système qui fonctionne dans l'intérêt du public congolais et dans l'intérêt donc de l'économie congolaise. Merci beaucoup, Dr Tchani. En tout cas, nous sommes vraiment à la fin. Nous avons vu que vous rencontrez beaucoup de personnalités, parmi lesquelles Étienne Tshisekedi. On peut savoir c'est quel type de relation que vous avez avec M. Étienne Tshisekedi? Je maintiens avec le président Tshisekedi, mais également avec d'autres politiciens d'ailleurs de la République démocratique du Congo, d'excellentes relations. Donc moi, je me considère comme quelqu'un qui a de bonnes relations avec toutes les tendances. Étienne Tshisekedi, pour moi, c'est non seulement donc un père, mais également c'est un modèle. Sur le plan donc, de la politique, c'est quelqu'un quand même qui a défendu des principes, qui défend des principes dans lesquels moi je me retrouve. Il a toujours parlé de l'état de droit. Je vous ai dit dans le diagnostic ici que le Congo souffre donc de l'absence d'état de droit. Donc j'estime que c'est une référence que nous pouvons toujours garder donc à l'esprit. Et il a représenté en quelque sorte donc l'exemple même de mettre l'intérêt ou le peuple avant toute préoccupation donc personnelle. Je considère que c'est un exemple que nous pouvons donc suivre et j'apprends beaucoup de choses chaque fois que je l'ai rencontré. Sur le plan idéologique, mais également sur le plan donc, de la personnalité. C'est un exemple qu'il faudrait suivre. Alors, au-delà de ça, comme vous savez, au-delà de M. Étienne Tshisekedi, j'ai rencontré Jean-Pierre Bemba, j'ai rencontré Moïse Katumbi, j'ai rencontré Vitel Kamerhe quand j'étais parti donc, au Congo. J'ai rencontré la semaine dernière donc, à Washington donc, Eve Bazaïba. Je suis partisan donc, de l'idée qu'il faut rassembler plutôt que de diviser. Le Congo a besoin donc, de regarder dans une même direction et la stratégie de développement que je propose, qu'on appelle le plan Marshall pour la RDC, c'est une vision de développement qui nécessite qu'on puisse donc mobiliser tout le monde. Si on adhère à cette vision de développement, je pense qu'elle pourra être mise en œuvre avec succès pour transformer fondamentalement la vie de nos concitoyens. Dr Tchani, c'était un réel plaisir d'échanger avec vous. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à discuter avec vous en tout cas, mais je crois que ce ne sera pas la dernière fois. On aura encore l'opportunité de vous inviter sur notre plateau et de continuer à échanger. Et pour vous, chers amis téléspectateurs, nous pensons que vous avez eu un réel plaisir aussi de pouvoir suivre l'échange qui a été, je pense, très édifiant. Et nous espérons vous revoir très nombreux encore très bientôt. Merci, au revoir. Merci Damien, à très bientôt. Merci. À tout moment. À tout moment, merci.